Bienvenue dans Esprit MOF. Esprit MOF, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains, et bien sûr leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences. Dans ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Cyril Caplet, qui a obtenu en 2019 son diplôme d'un des meilleurs ouvriers de France, option grande tonnellerie. Né en 1983, cet amoureux du bois a obtenu un CAP de tonnelier au lycée viticole de Beaune, en Côte d'Or. Dans cet entretien, nous allons explorer le monde si particulier des fûts, de leur fabrication, du séchage des bois de chêne à l'usinage des douelles, au fonçage, jusqu'au ponçage et au cerclage, au sein de la société Billon, tonnellerie créée en 1947. Bonjour Cyril Caplet, alors vous avez remporté le titre d'un des meilleurs ouvriers de France en 2019 dans l'option grande tonnellerie. Alors que revêt ce mot de grande tonnellerie ? En fait, la grande tonnellerie, c'est tout ce qui commence, c'est des tonneaux qui commencent à peu près de 28 litres jusqu'à 800 litres ou voire plus, 1000 litres, 2000 litres, jusqu'à 10 000 litres. Et après, la petite tonnellerie, c'est vraiment tous les petits tonneaux, les petits fûts, plus destinés aux liqueurs. J'aimerais vous demander d'abord pourquoi à ce moment-là vous avez voulu passer ce concours. C'était déjà l'histoire de se lancer un défi. Moi, j'ai toujours aimé ça, réaliser un sujet à partir d'un cahier des charges bien précis et arriver à faire un travail vraiment millimétré. Et le fait que j'aime vraiment mon métier et que je l'ai appris à l'ancienne, c'est ça qui m'a motivé. Donc, en attendant d'avoir un peu d'expérience pour me lancer. Ouais. Il y avait des exemples de MOF dans cette catégorie grande tonnellerie que vous connaissiez ? Oui, mon patron et mon ancien chef d'atelier, ils l'ont passé en 2007. Donc les deux ont eu le concours aussi. Quel était le thème alors pour vous cette année ? Alors le thème, justement, c'était la réalisation d'un foudre ovale d'environ 550 litres qu'on avait à faire sur toute l'année 2018 si on avait réussi à passer les épreuves qualificatives. Ce que vous avez réussi d'ailleurs. Voilà, ouais. Vous étiez combien à le passer, ces qualifications ? Alors les qualifications, on était 11 inscrits. Donc sur les 11, on a été 4 retenus. Alors pour les qualifications, quels étaient les travaux à faire ? Pas mal de choses parce qu'on avait un petit tonneau à réaliser de 57 litres. Donc on a fait ça sur, je sais pas, on avait quand même assez de temps, on avait à peu près 2 mois. Après, on a passé des qualifications à Bordeaux, donc on a présenté notre œuvre. À Bordeaux, on a eu un oral et du dessin technique, de l'écrit et aussi une après-midi pratique pour vraiment nous mettre à l'épreuve, voir si on savait où on allait, du moins, si on savait vraiment travailler. Et vous aviez aussi un travail écrit à faire en préparation, comme un livret un petit peu ? Oui, aussi accompagné du 57 litres, du petit tonneau, on avait un document avec photos et vraiment détaillé pour vraiment présenter le fût et notre envie aussi de se présenter au concours. Alors comment vous êtes-vous préparé pour le chef-d'œuvre final en fait, puisque c'est un travail qui a nécessité des centaines d'heures de réflexion, de travail, c'est assez méticuleux. Est-ce que vous êtes dans ces cas-là soutenu par votre patron, par votre entreprise ? Ah oui, énormément. Bon, ça fait un moment que le patron m'en avait déjà parlé. Ça te tenterait pas, tout ça et tout. Puis j'ai dit oui. Après, j'attends vraiment d'avoir le temps. J'avais un enfant qui était tout petit aussi. Donc j'ai trouvé le moment, justement, en 2016, de me lancer et de m'inscrire. Je me suis préparé mentalement, donc déjà avec les encouragements des proches, la famille, les collègues aussi. Après, le fait de travailler souvent à la main, même chez moi les week-ends, ça m'a aussi permis de rester dans le bain.
Alors, est-ce qu'on peut décrire ce fût que vous avez créé et son support? Parce qu'évidemment, ce n'est pas qu'un fût normal. Il y a une disposition presque esthétique, presque culturelle de la représentation du fût que l'on a d'un fût pour le vin. C'est un foudre ovale. Et celui-là avait la particularité d'être assez grand aussi. Et nous, on n'a pas forcément au boulot le matériel suffisant pour pouvoir faire ces genres de fûts-là. Donc c'est là que c'était un peu aussi le défi, parce qu'il fallait vraiment arriver à se débrouiller tout seul et à créer même des outils soi-même pour pouvoir le réaliser. Mais, Il est en chêne, hein? il est en chêne, ouais. Un chêne qui a vieilli 3 ans. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous décriviez peut-être, au-delà, on parlera tout à l'heure de la création d'un fût général, du cerclage et surtout du relief que vous avez apporté à ce fût. Oui, des petits ornements, oui, qu'on a pu faire justement pour donner notre petite patte, en fait. Donc moi, j'ai fait une porte sur le fond du tonneau, avec une petite sculpture sur la clé de la porte, qui représentait des feuilles de chêne, parce que le thème que j'ai voulu choisir, plutôt que de relier le fût à la vigne, comme beaucoup font, moi j'ai voulu rester sur le thème du chêne. C'est pour ça que sur cette sculpture, j'ai fait des feuilles de chêne et des glands de chêne. Après, il y a des barres de fond, donc c'est ce qui protège le fond et ce qui l'empêche aussi de s'évaser, quoi, de sortir un petit peu. Donc ceux-là, pareil, on pouvait faire des petits ornements en laiton pour des petites fiches de maintien. Normalement, elles sont standards, mais bon, là, je les ai fait entièrement à la main. La bonde du tonneau aussi, qui est... Alors, la bombe, c'est ce qui est au-dessus, hein. Voilà, ouais, donc bah, C'est ce c'est qui le ferme bouchon, le en fait. tonneau, le bouchon. C'est le Ouais. bouchon, donc ça, je l'ai fait au tour à bois, à la maison aussi. Et après, bah, le support aussi, il était au libre choix du candidat. Donc, je suis parti sur un support de forme à peu près... Comme un trèfle, un petit peu, hein. Ouais, voilà, ouais. Un genre de trèfle avec un ovale en laiton dessus. Comment on peut appeler ça? Des portants un petit peu sur les Ouais, côtés? voilà, ouais. C'est des petits chevrons qui tiennent bien le support, donc avec des clés en bois aussi, bah, donc, qui ont vraiment tout été fait à la main. Et vous avez mis. Est-ce qu'on met une signature? Est-ce que vous mettez une signature? L'artisan en dehors de la société? Est-ce que vous mettez une société? Non, 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 mais même pour le concours, on n'avait pas de signature à mettre justement parce que on reste anonyme déjà. Et après, notre signature, on la connaît d'office du fait que c'est nous on a inventé un peu les sculptures nous-mêmes, donc on n'a rien repris ailleurs ou quoi que ce soit. Donc, dans tous les cas, on sait qu'il n'y en a pas deux comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'un tel diplôme vous a apporté dans votre vie professionnelle? Alors déjà, bah, beaucoup de choses, déjà très très heureux déjà de l'avoir eu parce que moi je m'y attendais pas forcément, mais bon. Et après, en entreprise, donc voilà, j'ai pas monté ma boîte ni quoi que ce soit, mais j'ai quand même beaucoup évolué. Donc maintenant, je m'occupe beaucoup de la qualité, donc sur toute la chaîne de production. Donc, et surtout, les apprentis. Maintenant, je prends en charge totalement les apprentis. Je les forme vraiment du début à la fin, que ça soit sur le travail à l'ancienne pour le CAP ou aussi en entreprise, ce qui va leur servir énormément après pour rentrer dans la vie active. Quand les apprentis font une alternance, en fait. Voilà, ouais. Ouais. Parlez-nous de l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez appris que vous avez obtenu votre diplôme. Bah déjà, en recevant l'enveloppe, je crois que tous les concurrents ont eu la même chose que moi. On est resté bien 10 minutes, un quart d'heure devant avant d'ouvrir et on a lu après 3 fois, 4 fois, voir si c'était bien ça. Mais je vais pas dire très étonné non plus, mais parce que bon, on est toujours un petit peu confiant. Moi, je suis plutôt du genre à être plus négatif que positif au départ. Comme ça, vous avez moins de surprises. Voilà. Et en fait, la surprise était tellement géniale que ouais, c'était ça avec les proches. À qui vous l'avez appris tout de suite? Alors, je l'ai appris à ma femme et à mon père. Est-ce qu'ils vous ont fêté comme il se doit? Ah oui, 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 oui. Ah ouais, non, mais je pense que c'est ça qui m'a fait le plus, quoi, qui m'a donné le plus d'émotion, c'est de les voir heureux, puis quand ils ont vu les 2 ans que j'ai passé vraiment à travailler dur tous les week-ends, toutes les vacances, moi, ils m'ont accompagné
vraiment tout le long et c'est pour ça que je les ai prévenus en premier. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on boit un grand cru de Bourgogne, justement? Ah oui, Qu'est-ce que vous avez tradition, bu? Vous vous souvenez de Tra- ce que vous avez bu? tradition. Euh, c'était un vin blanc. Ça devait être, alors si je dis pas de bêtises, un Puligny Montrachet premier cru. Bon, on s'est pas embêté, hein. Alors, justement, Cyril Caplet, vous êtes, vous, originaire de Bourgogne, Ouais, et vous avez passé ce diplôme de CAP tonnelier en 2000 au lycée viticole de Beaune, et vous avez suivi une formation de tonnelier au CFPPA de Beaune en 2003. voilà, ouais. Alors, justement, est-ce que c'était une vocation au départ, ou comment on s'engage sur cette voie artisanale? Alors c'était un peu au hasard parce que c'était un voyage avec le collège où j'étais avant. Et on est allé visiter plusieurs lycées et on est tombé justement au lycée viticole de Beaune. Et on a visité les vignes, tout ça, et arrivé un moment dans un petit atelier. Donc j'ai vu plusieurs jeunes qui étaient là justement pour montrer aux autres troisièmes où j'étais. Ils travaillaient à l'ancienne avec des vieux outils, dans un atelier un peu vétuste, un peu à l'ancienne, vraiment. Et ça, plus, ce qui m'a le plus impressionné, moi, c'était la chauffe des tonneaux. Donc ça, quand j'ai vu la fumée qui sortait, Les le fait, braseros? voilà, le fait de plier le bois en le faisant chauffer et en le mouillant, plus l'odeur, c'est surtout ça, moi, qui m'a vraiment plu. Puis je me suis dit, allez, je tente. Et vous voyez, ça fait plus de 20 ans, du coup. Alors, vous êtes entré en 2000 à la tonnellerie Billon, à Beaune. C'est une vieille tonnellerie qui date d'après-guerre, 1947. Pourquoi ce choix? C'était une petite tonnerie familiale, donc qui avait été reprise déjà en 95 par une tonnellerie voisine très connue vers chez nous. On était quoi? On était 15, je crois, à l'époque. Et c'était vraiment le fait de pouvoir toujours travailler un petit peu avec des vieux outils à l'ancienne. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises bon, qui ont pas mal de machines. Et le fait que ça soit sur Beaune, voilà, je trouvais que c'était. Alors, si vous voulez bien, on va parler de la fabrication de ces tonneaux, de ces barriques, de ces fûts. Mais d'abord, je voudrais que vous nous expliquiez quel choix vous faites pour justement le bois en question, parce que c'est la majorité du chêne et son origine. Pour pouvoir faire un tonneau, déjà, on doit prendre du chêne qui a été séché à l'air libre, donc et subir toutes les intempéries pendant au moins 2 ans. Donc, minimum 24 mois. Voilà, minimum. Donc c'est vraiment pour lessiver tous les tanins trop forts qu'il y a dans le chêne, qui sont déjà présents. Et vraiment pour donner le séchage naturel pour arriver de 12 à 16% d'hydrométrie. Donc, c'est de l'eau, de la pluie, du soleil, La le neige, vent, gel, tout. Ouais. vraiment, il faut que ça passe par tous les temps pour vraiment que ça agisse. Donc, le bois, il arrive comment? Il arrive par palette? Donc le bois, nous, il nous arrive maintenant par palette. Donc on appelle ça du mérin et qui est débité après en forme de petites planches, si vous voulez. Ce chêne vient de trois lieux mythiques. La forêt du Tronchet, ça vient de Cîteaux, ça vient même de Lorraine. À Oui, oui, ouais. 90%, c'est du chêne français. Ah ben totalement, oui. Tout le chêne, on fait un peu de chêne américain, aussi un peu d'acacia, mais vraiment, c'est vraiment pas grand-chose. Mais vraiment, généralement, c'est vraiment que ça. Et oui, après, bon, Tronchet, c'est une forêt emblématique, mais il y a tout ce qui est autour aussi. On a tout l'Allier, de toute façon, on a vraiment des belles forêts françaises. Donc c'est vraiment situé centre-est et même nord-est, les Vosges, le Jura. Donc une fois que c'est séché, on rentre ces palettes, ces mérins au sein de la manufacture de tonnellerie. Et qu'est-ce qui se passe là? On va usiner les pièces. Donc on va faire plusieurs étapes. Donc le dolage qui va nécessiter à faire l'arrondi extérieur du fût. Le creusage, donc la même chose, mais bon sur l'intérieur pour évider, pour pouvoir plier le bois plus facilement. Il y a le jointage, donc c'est les joints du fût qui va lui donner sa forme arrondie. Donc avec une partie plus bombée au milieu, c'est ça justement qui fait sa particularité bombée. Ce qu'on appelle les douelles, ce sont toutes ces lattes de bois qui sont réunies pour former l'arrondi du tonneau. Voilà, ouais. Donc en fait, on n'a pas un nombre précis de douelles, parce qu'on peut avoir plus moins large.
Donc, est-ce qu'on les cercle avant de mettre le brasero à l'intérieur pour chauffer les douelles? Oui, voilà. Hmm. On monte le fût, on appelle ça la mise en rose. Donc, on installe les douelles côte à côte autour d'un cercle. On va serrer la première partie donc avec 3 cercles. Et c'est à partir de là, justement, que le fût va tenir debout. Et on va pouvoir le faire chauffer sur les braseros. Et surtout, très important aussi, d'arroser le bois pour lui donner de la souplesse. Ah oui, on l'arrose avant le brasero alors. Voilà, ben, avant et pendant. Donc, c'est Combien de temps ça dure cette opération de chauffe? 1 heure, donc 20-25 minutes de préchauffage. Et arrivé sur le cintrage, donc c'est là qu'on va lui donner sa forme. Donc, on va plier la base. Et à partir de là, on peut retourner le tonneau, remettre 3 autres cercles. Et après, le réchauffer une bonne demi-heure. Et c'est à partir de là qu'on va faire de la chauffe aromatique. Donc déjà pour enlever le résidu d'eau qui reste, pouvoir garder la forme au fût sans qu'il soit en tension. Et justement après, c'est là qu'on a le travail, nous, avec le client. On va faire la chauffe intérieure. Donc vraiment le brûlage souhaité Alors plus ou justement, moins fort. ça c'est crucial en fait parce que c'est le rapport que vous exercez avec les viticulteurs. Comment ça se déroule? Parce ça dépend évidemment des cépages, du type de vin qu'on va mettre à l'intérieur. Donc comment vous travaillez cette chauffe? Ça, en fait, on a un très bon rapport, nous, avec le vigneron. Il vient en nous disant, il me faut quelque chose pour un vin blanc déjà ou vin rouge. Donc déjà, par rapport à ça, nous, on peut déjà l'amener sur soit un style de grain, soit sur une région de bois. Je ne sais pas, pour des élevages longs, on partirait plus sur un grain fin. Donc le vin qui va pénétrer doucement dans le bois, justement, c'est pour des élevages très longs. Donc après, entre le blanc et le rouge, c'est différent aussi, mais c'est plus le brûlage qui va faire la différence. Parce qu'en fait, quand on dit qu'un vin est boisé, ça vient déjà au départ, initialement, de la qualité du bois qui entoure le vin, qui entoure le... Oui et non, parce que le terme boisé réapparaît même sans élevage en fût. C'est vraiment une sensation dans le vin qui est peut-être un peu trop vert, un peu trop amer. Et c'est pour ça que sur des vins assez forts, assez tanniques, on passe plus sur des chauffes assez fortes pour vraiment les éliminer et pour vraiment donner de la rondeur, essayer de calmer un petit peu. Donc ça, c'est un travail assez sensible parce que le résultat, est-ce que vous buvez le vin après justement la mise en tonneau? Ah bah de temps en temps, oui, Vous on allez goûte sur un petit place? peu, on va sur place, oui, oui. Nous, on va de temps en temps, oui, goûter pour vraiment reconnaître ce que on sent déjà à la chauffe du fût. Et inversement aussi, le client, lui, souvent vient nous demander d'assister à la chauffe de ses propres fûts pour voir si ce qu'il va ressentir aussi, si le bois lui convient. Ou... Alors, quel est votre rôle dans cette fabrication? Parce que on l'a vu, il y a l'usinage des douelles, il y a le fonçage des fûts, il y a le ponçage, le cerclage. Est-ce que l'ouvrier, l'artisan qui travaille sur le fût fait toutes ces fonctions de A à Z ou alors c'est une répartition des tâches? Non, justement, ouais, c'est un travail à la chaîne. Du coup, chacun a sa place, même si on peut tourner de temps en temps, parce qu'on a quand même beaucoup de personnel qui sont polyvalents. Alors, votre tâche à vous? Oh bah moi, c'est un petit peu partout. J'ai toujours été polyvalent, mais surtout resté à la chauffe. Ça a toujours été vraiment mon poste le plus fidèle aussi. Après, même si on tourne un petit peu, non, on préfère quand même que chacun ait la maîtrise, parce que tout est important. J'ai vu que le cerclage était fait en partie en machine hein, pour fixer pour fixer justement ces lattes d'acier. C'est de l'acier, de l'aluminium? C'est de l'acier. On a des cercles de fabrication, donc on les appelle les cercles moules. Donc c'est vraiment en acier très épais, ce qui permet de taper dessus, vraiment de serrer le fût pendant toute sa fabrication. Et après, en finition, on met des cercles galvanisés. Donc C'est-à-dire? c'est juste en acier galvanisé trempé dans du zinc. Et ceux-là sont riftés et cloués après sur le fût justement pour le maintenir. C'est récupéré ensuite par d'autres sociétés. Hmm. Donc vous avez des contrats avec avec les viticulteurs généralement, ils reviennent régulièrement vous acheter des fûts. Généralement, ouais, on garde nos clients. Il reste le seul truc qu'on change de temps en temps, c'est à l'arrière le bois. Donc toujours dans le chêne, mais on fait des essais de chauffe ou de bois différents, mais le client reste toujours fidèle. Je voudrais qu'on parle des ustensiles parce que tout à l'heure vous nous disiez qu'il y avait des ustensiles spécifiques que vous avez créés.
pour justement cette fabrication. Alors quels sont-ils? Pour faire des petites rainures, pour faire des petits rabots aussi. Donc pour aller dans des endroits un peu spécifiques dans l'œuvre que j'avais fait. Donc c'était surtout des petits outils en bois avec des petites lames aiguisées, affûtées. Faut être bricoleur, hein. Ah bah on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors vous-même, quel est l'ustensile que vous préférez? Comme tous les tonneliers, c'est le marteau et la chasse. Donc c'est vraiment... on est tout le temps en train de taper sur les tonneaux. Donc autrement, il y a les outils à l'ancienne. Pour réparer des fûts, on est obligé de prendre les vieux outils avec lesquels on a appris le métier. Chacun sait qu'il doit faire attention parce que c'est des outils très vieux déjà et qu'on arrive encore à se servir. Et on essaye quand même de garder vraiment des outils corrects parce qu'on n'en trouve plus beaucoup. Et comment vous voyez la tonnellerie dans les années à venir? Ça va pas tellement changer finalement si on garde cette tradition des barriques, des tonneaux, des fûts? Je pense pas que ça change beaucoup du fait que, sachant que la tonnellerie elle vient quand même de l'époque des Celtes et des Gaulois, je me dis que bon, on peut encore faire du chemin avant de passer à autre chose, à mon avis. Mais après, plus tard, à part un peu de mécanisation, je pense que la qualité manuelle, l'œil de l'homme va toujours rester et même revenir peut-être même un peu plus parce que je pense que la main fait beaucoup, l'œil et la main. Parce que des machines, on a tous les mêmes après, dès qu'ils vont un petit peu plus vite, mais bon, généralement, il faut quand même l'œil du tonnelier, c'est ce qui fait tout. Et quels conseils pourriez-vous donner justement à ceux qui veulent passer ce concours? Bah déjà, de la maturité, je pense, parce que se lancer trop tôt, trop jeune, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée, malgré qu'on a encore tout en tête, on a tout dans les mains, on est jeune, on est costaud. Mais je pense que le fait d'attendre un petit peu, de mûrir, de prendre des connaissances, après, mis à part ça, bah, de la volonté, de l'énergie. Quand vous avez des jeunes autour de vous, entre 16 17 ans, quels sont les mots-clés que vous leur transmettez justement? De prendre son temps et de prendre du plaisir aussi, de pas se décourager en se disant oh, c'est dur. Pour moi, c'est en apprenant même comme ça à la main et en se faisant les mains, qu'en avant un peu mal partout. C'est comme ça, à mon avis, qu'on se forge aussi et en écoutant aussi les confrères, les plus grands, les plus anciens. Et ceux qui viennent, ils ont déjà cette vocation ou c'est en travaillant qu'ils comprennent l'amour de ce métier? Ah, c'est en travaillant, c'est à la longue. Parce qu'arrivé à 16 ans, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais déjà, on rentre dans la vie active. Et je sais pas, on se dit, à mon avis, est-ce que c'est pas un peu dur? Est-ce que je me suis pas planté, entre guillemets? C'est un métier assez masculin quand même, non? Il n'y a pas tellement de femmes dans ce métier, hein. Trop masculin, ouais. C'est un petit peu dommage. Alors, pourtant, on essaye de regarder tous les 2 ans là, dans les CAP. Mais il y en a un petit peu dans le Bordelais. On a des confrères qui arrivent dans l'école bordelaise, justement, qui arrivent à avoir des filles, et justement, dont une, je crois, ou même deux, qui ont été meilleurs apprentis de France. Donc, c'est bien. C'est bien, on n'en voit pas assez. Il faut de la ténacité, mais il faut de la force aussi quand même, hein. Ouais, ouais, ténacité surtout, force. Pas, il en faut, mais courage, surtout. Du courage et, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut y aller dès le début, avoir un petit peu mal pour qu'après, ça y aille tout seul. Est-ce qu'on peut dire que c'est une spécificité française? Oui, je pense, oui. Parce que d'origine, oui, c'est quand même plus du côté Bordeaux, même breton. Parce que les premiers, je crois, fut apparus, ça a dû se voir, c'était après les amphores romains. Donc, et ça venait ouais, de toutes ces régions-là. Donc, pour moi, c'est le savoir-faire français, du fait aussi qu'on a le meilleur chêne. Est-ce que vous vous sentez dépositaire justement de ce type de patrimoine justement artisanal? Ah oui, oui. Oui, bah déjà pour revaloriser le métier, mais pour le retransmettre surtout. Je pense ouais, qu'on est tous des relais. Et on y voit justement pour l'apprentissage, les jeunes reviennent beaucoup. Là, on en voit quand même de plus en plus. Et ils sont vraiment, ils ont l'air vraiment de s'intéresser au métier, métier manuel.
Rien n'est perdu, quoi. Ah non, rien n'est perdu. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve vraiment important de pouvoir continuer à apprendre à l'ancienne pour vraiment garder la vraie tonnellerie, quoi, le vrai côté, quoi. Nous espérons que vous avez pu apprécier cette conversation avec Cyril Caplet. Nous le remercions chaleureusement pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, montage et post-production Verlac Édition. À très bientôt pour un prochain épisode.